Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. Par vous, avec vous. pour vous. Bienvenue dans cette 4e partie du podcast dédié au tantra. On va aborder quelques éléments historiques simplement du tantra, parce que c'est vrai que c'est difficile de parler du tantra sans parler un peu de son histoire. Alors effectivement, c'est très très complexe et c'est presque difficile aussi de mémoriser tout ce qui s'est dit, donc on va survoler, mais c'est juste pour parler aux gens qui n'ont jamais entendu parler de tantra, ou très peu, de ce que c'est. Et donc historiquement, il y a pas mal de livres qui parlent de l'histoire. Un des premiers que je trouve vraiment très bien fait, c'est André Van Liesbeth, un livre qui s'appelle Le Tantra, qui passe énormément de temps à expliquer un peu toute l'histoire depuis des millénaires, ce qu'on en sait, ce qu'on n'en sait pas, les branches, et c'est passionnant et c'est vaste. Et quelque part, ben oui, c'est comme une tradition d'expérience qui s'est transmise, je dirais peut-être d'initié à initié, de gourou à disciple pendant longtemps, et que tout ça c'est en train de changer de par la société évidemment. Et qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de néo-tantra parce que c'est presque difficile aussi de garder une ligne, comme on dit en anglais, lineage, cette espèce de généalogie entre toutes ces branches diffuses qui s'interpénètrent entre pays, culture, tradition, religion, ça devient très complexe. Aujourd'hui on parle plutôt de néo-tantra dans le sens où c'est pas nécessairement le tantra ancien, pour lequel il y a des ruptures parfois, et aujourd'hui, par exemple, je parlais d'André Van Liesbeth, c'est un des premiers Européens à vraiment parler du tantra et du yoga, qui est une des disciplines du tantra. On le sait peu, mais en fait le yoga fait partie d'une des disciplines du tantra, qui lui, indicativement, il est né en 1919 et mort en 2004. Voilà. C'est un Belge qui a vulgarisé beaucoup de choses et qui a écrit des superbes livres, donc c'est une des références très très belles sur cette thématique. Il y a eu Osho, qui est très très connu, qui lui est vraiment dans la branche néo-tantra, lui est né en 1931 et mort en 1990, et un personnage très sulfureux, mais pleinement dans le tantra. Qu'est-ce que t'appelles le néo-tantra? En fait, le néo-tantra, classiquement, c'est les formes modernes de courants de tantra, qui quelque part, on peut plus vraiment retracer la généalogie, difficile de prouver que c'est pas vraiment une tradition qui s'est perpétuée sans discontinuité, mais qui se réapproprie. C'est un peu comme si on avait perdu un savoir et qu'en fait on revient avec tout ce qu'on connaît et on recrée. Donc il y a des nouveaux acteurs et pionniers qui, avec plein de connaissances et d'expériences, redonnent vie à une nouvelle source du tantra. Et qu'on ne retrouve pas tel quel dans les textes historiques Védas ou hindous ou que sais-je. Et entre autres, dans le néo-tantra, il y a aussi une personne très connue qui est Margot Anand, qui est d'origine, je pense, russe mais française, et qui est toujours en vie. Elle est née en 1944 et est toujours vivante, donc elle a environ 80 ans aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai l'intention de la contacter pour créer un podcast avec elle, avec autant d'années d'expérience sur le tantra, qu'est-ce qu'elle a envie d'en dire depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, et ses rêves pour le futur. Et donc ça, c'est quelques figures en fait du tantra qui sont très connues, et également en fait des personnes très connues comme Daniel Audier. Chacun en fait a sa manière d'aborder le tantra, aborde plusieurs facettes, et on retrouve toujours chez chacun d'une certaine manière des ingrédients de base qui sont les postures, le mouvement, la respiration, le chant, aussi le côté spirituel et le côté énergétique et la sexualité. Et certains sont plus penchés sur une facette plutôt que l'autre, mais c'est important, et dans cet aspect un peu historique qui est très 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 vaste, il y a plusieurs manières de catégoriser en fait le tantra. Par exemple, si on cherche le tantra, on voit parfois des livres, et je le citerai tout à l'heure, il y a des livres dits au tantra rouge. On dit mais c'est quoi le tantra rouge? Eh bien le tantra rouge, c'est une catégorie un peu fictive, un peu inventée comme ça, qui quelque part passe beaucoup de choses sur l'acte sexuel. Quelque part, on démarre de l'acte sexuel, ça paraît toujours centré sexualité, tout démarre de ça, en tout cas c'est la partie centrale, très érotique et sexualité. Puis il y a le tantra blanc, par exemple, qui lui est juste l'inverse, c'est genre on est presque éthéré et qu'en fait le corps n'existe pas, il y a rien de sexuel. Donc ça touche à une autre facette du tantra qui est vraiment spirituelle mais qui passe pas nécessairement entièrement par le corps. Il y a le tantra noir qui est moyennement connu, qui lui est plus en lien avec les énergies basses, sombres, la mort surtout. Le noir réfère à la mort et tout ce cycle et ce paradoxe entre la vie et la mort, et de se questionner sur les éléments fondamentaux de la vie. Mais comme dit Raquel, il y a des tantras de toutes les couleurs finalement. Tu as cité les ouvrages historiques, mais moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est quel ouvrage a plus marqué Raquel dans ses lectures en tant que spécialiste aussi? Daniel Audier. Daniel Audier, Alors, pourquoi? C'est son livre Désir, passion et spiritualité, parce que, pour reprendre un petit peu ce que Olivier disait sur les tantras de différentes couleurs, c'est comme scinder le tantra dans différentes approches finalement, donc on le prend un petit peu par le bout qu'on veut, le tantra, mais il y a là comme une scission, alors que c'est une approche une en fait. Et alors Daniel Audier, finalement, c'est un personnage qui a vécu énormément d'expériences. Il a vécu très très longtemps en Inde. Il a eu l'initiation par une vraie yogi,
donc par une femme, qui vivait littéralement dans sa grotte, perchée dans les montagnes, et il a vécu des années avec elle pour justement faire connaissance avec son ego, faire connaissance avec son état d'homme, faire connaissance avec toutes les énergies qui habitaient son corps. Et il a été très très loin dans cette expérimentation, très 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 loin. Il racontait, c'est un enseignement vraiment, elle ne faisait aucun cadeau, très dur, implacable. Mais il a une façon d'aborder le tantra de façon très pratique et pragmatique. Il part pas dans des choses spirituaux, trucs machin. La seule chose qu'il va dire, c'est apprends à vivre relâché. C'est le but, c'est de vivre détendu. Il est plus terre à terre alors en fait. Il est très rationnel. Il y a des spiritualités très rationnelles que j'appelle qui sont avant tout des façons pratiques de vivre. Il a tout son discours, il parle beaucoup de lui. Ça m'avait frappé le dernier atelier où j'ai été. Il nous demandait si nous pensions qu'il était jamais jaloux. Et alors on est tous là, on n'ose pas répondre évidemment parce que on est quand même face à quelqu'un qui va nous retourner comme une cuillère si jamais. Il dit bah si, je peux être en colère. Je peux être jaloux, je peux faire des choses vraiment mais j'en suis conscient en fait quand je le fais. Et si je le fais à 100%. Je le fais vraiment à 100%. Il assume. Si je veux être jaloux, je le suis à 100%. Je dis pas, non, je ne suis pas jaloux. Si, je le suis. Et je prends conscience. Donc en fait, il nous aide vraiment à aller vers ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de bien et de mal. Ça Non, c'est juste une n'existe sagesse, pas. une conscience sage. C'est juste prendre conscience de où je suis et qu'est-ce que je fais. Et donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je l'ai surtout lu, lui. J'ai lu d'autres, évidemment, que Olivier a cité. Margot Hanan, j'ai eu pas mal de collègues qui ont fait son approche du skydancing. J'en ai connu beaucoup qui se sont engagés avec elle comme ça pendant 2 ans. Moi, je sais pas. Moi, je voulais me sentir libre. Moi, je voulais me sentir libre, ne jamais rentrer dans quelque chose qui ferme comme ça, où on reste dedans. Il y avait le tantra, il y avait le bouddhisme, il y avait la religion, il y avait Jésus, il y avait Dieu, il y avait le pauvre dans la rue. Pour moi, il y a toujours toutes ces choses-là. Mais bon, ce sont des personnes qui apportent leur propre vision, parce que finalement, le tantra, comme on disait, on l'interprète de beaucoup de façons. Et je pense que ces lectures peuvent apporter vraiment, en tout cas faire connaissance avec ça. Et comme je disais après, à un moment donné, il faut arrêter de lire. Il faut se mettre à pratiquer, parce qu'on peut être un étudiant toute sa vie. Et toi, Olivier, l'ouvrage qui t'a le plus marqué dans tous ceux que tu as lus, parce que je vois que tu as carrément amené ta bibliothèque. Oui, mais le premier, c'est André Van Lisbeth, un des livres que mes parents avaient chez eux. Mais il t'a marqué? Oui, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, la personne à qui je l'ai prêté ne me l'a jamais rendu. Et donc c'est un message. Cette personne se reconnaîtra peut-être s'il écoute. J'avais 2 exemplaires, je les ai prêtés parce que le Lovell Center a 250 livres sur la sexualité actuellement et on les prête aussi de temps en temps et on fait confiance. Mais moi je fais confiance à l'humain. Et je prends pas de registre mais je me souviens. Et la personne le sait parce que souvent quand je fais une photo, quand je prête quelque chose, je fais une photo. Comme ça j'ai la date, qui, quoi, comment et on voit bien l'état d'esprit. Et donc j'ai prêté des livres, ces 2 exemplaires, ils sont jamais revenus. Et je suis vraiment triste. Et j'aimerais bien le récupérer, parce que pourquoi ce livre m'a touché? C'est à la fois tout le côté historique, je crois qu'au fond de moi, en tant qu'ingénieur et un peu mental, j'ai beaucoup aimé tout le côté histoire, généalogie, tout ça. D'une certaine manière, un lineage, comme on dit en anglais. Et alors le côté, sa passion et les explications, par exemple, de techniques comme le home. Le home, il existe de plein de manières différentes, dans plein de traditions, dans plein de pays et cultures différentes, d'une certaine manière. Et c'est là que j'ai découvert, par exemple, des choses qui m'ont connecté mon cœur et me dit waouh, mais c'est vraiment ça que je cherchais. C'est qu'en fait, il explique qu'en fait le principe du home, c'est de faire vibrer le corps et tout ce qui se passe dans la boîte crânienne et d'arriver à trouver la posture, la tonalité qui nous est propre pour trouver notre fréquence propre pour faire vibrer quelque part la glande pinéale par exemple ou toutes les sinus et toutes ces zones. Et donc ça paraît éthéré, bizarre et complètement détaché d'une réalité. Non, c'est extrêmement concret et c'est ça qui est beau dans le tantra, c'est qu'il donne le livre est très riche de plein de pépites telles que celle-là qui nous mettent en mouvement sur le son, les glandes endocriniennes, les hormones, plein de choses. Et tout les ça. mantras. Et donc il parle de tout ça. Et le deuxième, qui est décédé aussi malheureusement, c'est Sunyata Saraswati. Le nom du livre, c'est Manuel de la sexualité tantrique. Et j'ai trouvé plein de belles choses, à la fois des exercices et des propos et des choses qu'on trouve nulle part ailleurs, alors que j'ai lu beaucoup de livres sur cette thématique. J'aurais voulu aussi le rencontrer, tu vois. J'aurais voulu rencontrer André Van Lisbeth et Sunyata Saraswati. Mais bon, voilà. Ils ont au moins légué des livres. J'en suis très reconnaissant. Et c'est 2 pépites pour moi. Donc c'est vrai que c'est 2 livres que je recommande chaudement. Mais voilà, c'est un choix très subjectif. C'est le mien, hein. Chacun va être touché par des livres différents de Margot Hanan ou de Daniel Audier. Dans l'histoire du tantra, faut comprendre qu'en fait, le tantra, c'est une découverte du corps et de l'esprit, basée sur le sentiment d'unité et qu'on n'est pas séparés du tout.
il n'y a pas de sentiment de séparation. On peut vivre la séparation, on fusionne pas deux corps qui subitement, pouf, ils sont fusionnés comme une réaction chimique et puis il y en a plus qu'un. Non, ça se passe pas. Deux corps peuvent faire une expérience et vivre une symbiose, mais après l'acte sexuel, on n'est pas connectés et fusionnés, c'est sûr. Donc c'est ce sentiment de vivre des paradoxes de séparation alors qu'on est unis, qu'on vit la même chose, qu'on est tous en résonance. Et le tantra en fait couvre. C'est pour ça que ça rend le tantra très difficile à comprendre. C'est une approche d'expérience et donc il y a des branches liées au yoga et yoga tantrique. Tantrique parce que souvent on visualise, on conscientise l'énergie sexuelle et génitale qui est pas un tabou et on travaille sur le plancher pelvien, les muscles du plancher pelvien, l'anus ou ce genre de zone qui active le système endocrinien du corps. On peut faire du yoga qui est pas tantrique, mais il y a du yoga plus tantrique et sexuel, on va dire. Il y a beaucoup d'exercices sur la respiration et c'est un sujet très très vaste puisque la respiration c'est la seule fonction du corps humain qui peut être consciente ou inconsciente. C'est-à-dire que si on n'y pense pas, on respire quand même, mais si on en prend conscience et qu'on décide d'en prendre d'une certaine manière le contrôle, on peut respirer en conscience. C'est vraiment un sujet d'exploration très vaste que le tantra amène directement dans la science de l'humain. Ensuite, il y a les mantras. Les mantras, c'est multifonction. C'est à la fois, comme on dit, la science du son et l'effet du son sur le corps, les glandes endocriniales, tout ça, comme le home et autres. Mais au-delà de ça, c'est aussi des mantras qui servent à parfois court-circuiter l'ego. Le mantra, c'est pas simplement des phrases védiques ou autres. On peut trouver un mantra qui est dans notre propre langue et dire « je suis bien ici et maintenant », ça peut être notre mantra. C'est-à-dire, on court-circuite tout le sabotage, court-circuit, auto-jugement du mental et dire non, c'est ici que je me trouve. Et donc c'est des outils de gestion de l'ego aussi, le mantra. Il y a le yantra qui est très connu aussi, qui est en fait l'usage des images pour la méditation. C'est-à-dire que par exemple les dessins des chakras, c'est avec 2 pétales ou plein de pétales ou des formes, vous voyez les représentations qui sont un peu comme des espèces de mosaïques un peu holographiques comme ça, un peu spéciales, mais c'est magnifique, c'est très beau, c'est fractal un peu comme ça. Et bien un peu comme des mandalas. Eh bien, en fait, c'est des branches. Ça veut dire que l'humain est tellement varié. Il y en a qui vont rentrer plus dans le tantra via la méditation sur des images fixes. Et puis, un jour, il se passe des choses. Et ce qu'ils ont observé, c'est que quand tout le monde fait cet exercice, à force de le répéter, il développe la capacité d'expérimenter quelque chose. Et donc, le tantra, il est très scientifique. Et c'est ça que je trouve très, très beau et que les portes d'entrée, finalement, sont très vastes. Et le massage en fait partie. Toucher le corps, la conscience et la science de toucher le corps fait partie du tantra. Mais c'est dire ce que ces approches orientales ont apporté en termes de connaissances à l'humanité, puisque nous avons des personnes comme Joe Dispenza, par exemple, qui travaillent très, très, je ne sais pas si vous le connaissez, qui travaillent très, très fort sur la conscience, sur le visuel, sur la visualisation, sur toutes ces choses-là. Et finalement, le tantra, comme d'autres approches, parce que le tantra n'a pas l'exclusivité de ces approches, a donné vraiment toutes sortes d'extensions pour prendre la conscience sur l'énergie, la conscience sur l'âme. On les utilise beaucoup aussi pour des choses qui semblent être moins spirituelles, mais finalement qui mènent au même chemin. C'est-à-dire prendre conscience de soi, utiliser la visualisation, la méditation, la respiration. Il y a le mindfulness qui n'est pas spécialement spirituel en soi, mais qui amène les gens sur ce champ de la respiration pour trouver la paix, pour trouver le calme, parce que la respiration, souvent, elle sert à ça. C'est ralentir le corps, dire au corps « reste tranquille », ralentir le cœur. Et toutes ces approches, finalement, jouent sur notre enveloppe, qui est le physique. Mais comme tu disais, la respiration, on peut la contrôler ou pas. Elle se passe de toute façon. Mais en prendre conscience et la mener et entraîner le corps dans cette respiration, fait énormément de bien au corps. Ne fût-ce que quand vous avez le cœur qui bat très très vite, ralentir, prendre le contrôle de la respiration et la ralentir va diminuer le cœur. Par exemple, la cohérence cardiaque. Toutes ces méthodes de relaxation se basent sur la respiration. Donc c'est que ça marche. C'est que c'est scientifique, ça a été fait, ça a été observé et il y a une conclusion par rapport à ça. Et dans toutes ces branches du tantra, il y a aussi comme on le disait, une part dédiée à la visualisation. Qu'on soit seul ou à plusieurs, on le retrouve dans le Tao, dans d'autres spiritualités aussi, c'est qu'on visualise qu'il y a quelque chose de très subtil qui circule entre soi, à l'intérieur de soi et avec l'autre. Et qu'il y a un jeu d'échange énergétique, et ça aussi, c'est des exercices de visualisation. On peut ne pas y croire, mais à force de l'expérimenter, de s'exercer, eh bien en fait on peut expérimenter des choses fantastiques qu'on n'aurait pas pu découvrir autrement. Alors pour certains ça va parler, c'est chouette, pour d'autres pas, mais moi c'est pas grave, il y a plein d'autres pistes. Mais cet aspect visualisation énergie est très présent dans le tantra. Il y a aussi dans le nouveau tantra des branches liées au mouvement et à la danse. Au show par exemple, beaucoup les méditations actives et ce genre de choses. Le Tandava par exemple en tantrique est une méditation active du mouvement, mais la phrase c'est « il n'y a pas de limite à la lenteur ». Donc on va se déployer un peu comme un arbre, les autres ne voient pas que vous bougez,
Mais au bout d'une heure, parce que ça peut durer 2-3 heures, et je l'ai fait, et ça passe à une vitesse incroyable, c'est même pas. Et au bout de 2-3 heures, on voit la personne qui a les bras en l'air, mais on l'a pas vue. On explore vraiment la conscience de la lenteur, c'est à l'extrême, et c'est une très très belle expérience. Donc le tantra propose ce genre de méditation pour prendre conscience du corps, du mouvement, et de ce qu'est la lenteur finalement, et comment elle se place dans l'espace-temps, et comment est-ce qu'on la perçoit. Waouh. Ouais, c'est une très très belle méditation, ouais. Ouais, c'est magique. Dans le néo-tantra, il y a aussi toute l'approche des émotions, quelles qu'elles soient, ou bien des choses plus anciennes comme le vipassana, donc la méditation silencieuse. Donc il y a beaucoup de parts par la méditation, la posture du corps, et on se dit mais c'est infini, on n'arrive plus à définir le tantra, c'est tellement vaste, parce qu'on peut faire des liens avec entre la conscience du mouvement et le Feldenkrais, on peut faire des liens. Mais pourquoi le tantra se déploie? Parce qu'en fait, il met la priorité à l'expérience, aux sensations, et plus on expérimente, plus on a de questions, et plus on a de questions, plus on déploie, et plus on élargit le spectre des expériences, des intégrations et du bien-être. Et donc oui, le tantra brasse très très large, mais c'est un phénomène naturel parce qu'il n'a jamais empêché, jugé ou simplifié les choses. Et il met l'accent sur le fait qu'est-ce qu'une croyance et qu'est-ce que l'expérimentation. Une croyance n'est qu'une croyance, mais tant que tu n'as pas expérimenté, ça reste une croyance. Tu peux pas parler de ça à partir d'une conviction. Et la conviction naît de l'expérience. Donc le tantra dit ok, tu peux croire toutes ces choses-là, tu peux même en parler autour de toi comme si c'était une vérité, mais tant que tu l'as pas expérimenté, t'es en train de parler dans le vide. C'est pas légitime, quoi. C'est pas légitime. Donc l'expérience est au cœur de la pratique. Et c'est en ça qu'elle est très scientifique, finalement. On va clôturer peut-être avec les titres d'ouvrages qu'on n'aurait pas encore cités dans ceux que tu as là sous tes yeux. Avec plaisir. Merci à tous les deux. On mettra dans le lien du podcast et de la capsule tous les liens directs vers l'achat des livres. Je commence, j'ai pris au hasard. On a pris chacun une série de bouquins qu'Olivier a amenés au hasard. Le premier que j'ai en main, c'est le grand livre des tantras, Spiritualité et harmonie sexuelle, et c'est de Franca Sacchi, j'espère que je prononce bien le nom, et c'est aux éditions de Vecchi. Alors le second, Utilisez l'énergie sexuelle pour transformer votre vie, de Margot Anand. La magie du tantra dans la sexualité, Guy Trédaniel, éditeur. Un livre que je n'ai pas pris, mais qui est un des tout premiers de Margot Anand, qu'elle a édité en français avec son ancien nom, en fait, qui n'était pas Margot Anand, mais voilà, son nom russophone, je dirais, et qui est très très beau aussi. Alors après, j'ai encore Comprendre le tantrisme, les sources hindoues, de André Padoue, aux éditions Albin Michel, Spiritualité vivante. Et il m'en reste encore deux, puis je vais passer la parole à Raquel. J'ai Jacques Ferber, L'amant tantrique, celui-là il est inspirant. L'homme sur la voie de la sexualité sacrée. On me fait signe. Je l'ai lu, il est très très bon. Il est très, bien. très bon. J'ai vu que tu faisais des grands signes, il est génial. Et c'est aux éditions Le Souffre d'or. Et le dernier auteur à succès de l'extase énergétique sexuelle, David Ramsdahl et Cynthia W. Gentry, Tantra rouge torride, avertissement, contenu érotique d'ailleurs, c'est écrit sur la pochette, les secrets érotiques du tantra rouge pour connaître une intimité sexuelle, spirituelle et atteindre des orgasmes extatiques illuminés. Et l'édition, c'est ADA. Alors pour ma part, évidemment, mon petit chouchou, devant tous, Daniel Audier, Désir, passion et spiritualité, donc c'est en pocket, et l'auteur évidemment, Daniel Audier. Le manuel de sexualité tantrique, développer son énergie sexuelle créatrice et la partager, c'est aux éditions Jouvange et ça a été écrit par Sunyata Saraswati et Bodhi Avinasha. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé aussi. Et alors pour ma part, un dernier, c'est le yoga tantrique, comme disait Olivier, il y a la tradition yogique en tantra est très très importante, de Koos Zondervan. Méthode pratique d'éveil du corps d'énergie, posture et technique respiratoire, guidée et illustrée aux éditions Almora. Alors le 9e livre, c'est Margot Anand, L'art de l'extase sexuelle, la voie de la sexualité sacrée et du tantra pour les couples occidentaux, donc aux éditions Guy Trédaniel. Le 10e livre, c'est Urban Tantra, c'est un livre en anglais, Sacred Sex for the 20th Century, c'est de Barbara Carrelas, aux éditions Ten Speed. Alors ce livre est très chouette, c'est un Urban Tantra, c'est vraiment du néo-tantra qui brasse très large, qui est très très beau, qui est une belle référence, vraiment c'est un très très beau livre que je conseille également. Ensuite, il y a Tantra de la sexualité à la spiritualité, de, j'espère que je le prononce bien, Shashi Soluna, aux éditions Ada. Et cette personne, j'aimerais bien un jour l'interviewer, parce qu'à part j'ai une amie qui l'a déjà rencontrée, et j'aime beaucoup ce livre, parce que pour moi, dans les
la vulgarisation du contenu du tantra, un peu comme le fait Raquel. Il explicite beaucoup de choses fondamentales du tantra. Entre autres, on n'a pas eu le temps d'en parler cette fois-ci, mais il synthétise d'une certaine manière les bases, les souches communes de toutes les sphères du tantra, qui sont entre autres en page 74, que un des concepts du tantra, c'est que tout est sacré, que le désir peut être le chemin qui conduit au divin. On peut utiliser la dualité pour atteindre l'unité, on peut sublimer l'énergie sexuelle, et il y a une part liée à la transfiguration, au but ultime en fait du divin à travers tout. Et donc c'est un très beau livre qui moi m'a même fait pleurer par moments parce qu'elle mettait des mots sur des expériences personnelles de sentiments d'unité, de résonance, de joie, d'amour inconditionnel et autres. Et Ils ne le voient pas les auditeurs, mais t'as encore les émotions sur les yeux. Un autre livre beaucoup plus vieux, c'est Jean-Louis Bernard, Le tantrisme yoga sexuel, initiation et connaissance, édition Belfond. Je l'ai trouvé en deuxième main, donc à Bruxelles il y a plusieurs magasins de deuxième main et j'y vais souvent. Comme Pêle-mêle. Comme Pêle-mêle et d'autres. Et il y a plein de belles choses que j'écris, je souligne dans les livres. Et en fait je vois que j'ai souligné et écrit beaucoup de choses. Il y a plein d'annotations. Et plein de belles choses parce que c'est un livre qui, entre autres, qui parle du son et en même temps il parle aussi des ultrasons. Donc ils apportent parfois des thématiques très peu connues dans d'autres livres de tantra. Et puis un autre de Colette Poggi, L'art de l'illumination au cœur du tantra, édition Les Deux Océans. Là, c'est beaucoup plus sur la spiritualité et autres, mais très beau livre également. Enfin voilà, il y a tellement de livres, mais c'est quelques-uns que j'ai amenés aujourd'hui. Il y aura d'autres épisodes, te connaissant Olivier sur le tantra. Il y aura d'autres occasions de citer quelques auteurs qu'on recommande ou deux ouvrages qui parlent du sujet qu'on n'aura peut-être pas pris aujourd'hui, mais une prochaine fois. En tout cas, merci pour ce partage parce que moi j'ai appris plein de choses grâce à toi et Raquel et je découvre un monde qui m'était totalement inconnu et je pense que je peux parler ici à la place des auditeurs et auditrices aussi. Pour ceux qui ne connaissaient pas, on a entendu plein de choses qui clarifient et qui vulgarisent sainement les choses et qui cassent les clichés, qui recadrent aussi. La religion n'est pas tabou, la sexualité n'est pas tabou et tout a pu être dit sans tabou et c'est le propre de ta chaîne podcast, Olivier. Un élément que je voudrais souligner en clôture, merci Michel, c'est le côté scientifique. Aujourd'hui, j'ai pu observer que, par exemple, la sexologie s'intéresse en fait au finalement, plutôt que de fermer les yeux parce que culturellement c'est difficile à en parler. C'est sûr qu'André Van Lisbeth est un pionnier et qu'à l'époque, parler déjà du yoga c'était beaucoup. Alors du yoga tantrique ou du tantra c'était encore plus compliqué et de la sexualité. Donc grâce à ce genre de pionniers occidentaux, on a pu franchir des étapes et aujourd'hui, on trouve des articles scientifiques sur les orgasmes énergétiques. Donc c'est-à-dire au lieu de dire on voit pas, on connaît pas, ça existe pas. Non, on rentre dans la vraie science qui dit mais comment ça se fait? On questionne les gens qui ont vécu ce genre d'orgasme. Et sans peut-être les expliquer encore ou donner des pistes de réflexion, on y accorde du temps et de l'intérêt. Et donc je pense que le tantra sera de plus en plus contemporain au fur et à mesure que la science acceptera d'aller voir certains chapitres de livres qui sont très interpellants, qui peuvent paraître totalement décalés et improbables et qui pourtant ont été vécus par des gens et c'est ce que je trouve très très beau dans cette pratique, cette transmission en fait et cette approche. Je crois que les neurosciences vont contribuer à ça, comme elles ont contribué, entre autres, pas qu'elles, mais d'autres éléments aussi, au fait que tu sais, avant quand on parlait d'hypnose, ça faisait presque rire les scientifiques. Maintenant, on trouve l'hypnose en salle d'opération, dans des hôpitaux. Donc, tu vois, le monde change, le monde évolue. Et je pense que les neurosciences et les sciences vont amener un intérêt sur ces questionnements. Et à un moment donné, le tantra, ce sera un sujet tout à fait banal et peut-être même abordé à l'hôpital avec un gynécologue, un sexologue. Oui, et comme tu dis, par moments, ça a pu être ridiculisé. Mais on sait bien qu'avant, une médecine occidentale orientée sur toute la médecine matérielle, qu'on n'avait pas d'anesthésiant, l'hypnose avait toute sa place, était reconnue par la médecine. Et cette même médecine, une fois qu'elle a pu développer d'autres outils, on dit mais l'hypnose, c'est ridicule. Il y a des gens qui ont ridiculisé, pas toute la médecine, c'est difficile. On peut pas généraliser parce que la médecine, c'est tellement de sciences et de scientifiques qui ont des approches et des finalités différentes. Mais un peu comme le tantra, ça a pu être ridiculisé, caché ou tabou. À un moment, ça revient. Et toutes ces sources d'expériences sont fabuleuses. Je crois que ça nous promet aussi de vivre des expériences relationnelles et sexuelles très très belles en fait. Il y a beaucoup de pistes de sagesse, tout autant que dans toute philosophie de vie. Mais le tantra est tellement vaste, vraiment tentaculaire. Et c'est vraiment difficile de le résumer. On n'a pas encore parlé, par exemple, du côté chakra, énergie, ce genre de choses. On peut presque pas ouvrir un livre de tantra sans parler de chakra. Tu sais, moi j'ai une autre idée. Je propose aux auditeurs et auditrices, si elles ont lu un ouvrage qu'on n'a pas encore cité, qui les a marqués, ou même un ouvrage qu'on a cité, qui les a marqués, encore une fois, il y a le lien dans le texte du podcast avec un voicemail. Enregistrez un message vocal. Dites-nous, j'ai lu tel livre, voilà ce que ça m'a apporté. Je recommande tel livre, pourquoi? Et on sera preneur de ce genre de feedback. Ça peut être très intéressant aussi pour guider nos autres auditeurs et auditrices. Donc, merci à vous d'y penser. Et il y a énormément de personnes actives dans le tantra.
plus récentes ou modernes ou plus anciennes comme Dan Elodie, et qui est là présent depuis longtemps, comme Margot Hanan. Et moi, j'encourage tout le monde à écouter sa petite voix intérieure, son intuition, son impulsion et son affinité personnelle pour peut-être faire quelques étapes grâce au tantra, pourquoi pas. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences et de discussions qui ont lieu aussi en aparté et qui sont pas publiques. Ici, on a divulgué en podcast énormément d'informations qui en général sont des dialogues privés. On a enregistré, pour être honnête et transparent avec l'auditeur et auditrice, de 11h à 14h. Donc ça fait quand même quelques heures d'enregistrement. Mais je crois qu'on a autant de temps hors micro où on a échangé entre nous avant, pendant et après, pendant les pauses. Donc c'est un sujet énorme et vaste. Et donc j'invite tout un chacun à regarder ce qui se passe dans sa région, de parfois voyager. Moi j'ai fait des stages à l'étranger. Évidemment qu'on parle plusieurs langues, c'est plus facile, mais ça n'empêche qu'il y a, même si on habite en France, on peut voyager dans plein de régions de France, ou même au Québec, que sais-je, ou en Belgique, en Suisse. C'est un parcours de rencontres, d'expériences, de passionnés, de sensibilité, je trouve. Il y a tellement de créations en fait belles à promouvoir. Moi j'avais envie de donner avec Raquel aussi cette fenêtre sur le tantra qui est très peu connue finalement d'une certaine manière du grand public. Moi-même dans mon réseau proche, mon ancien réseau d'ingénieurs, je pense que peu de gens s'étaient intéressés au tantra et s'ils souhaitent mieux comprendre, ben voilà, on a créé cette capsule pour permettre de plonger plus facilement dans cette thématique très très vaste. J'imagine qu'on va trouver des référencements vers ces ateliers sur le site du Lovell Center, comme tu annonces les événements de différents partenaires, des spectacles tabous sur le site du Lovell Center. Oui, donc très prochainement, certainement, on relayera des activités de Raquel qui sont quand même profondément enracinées dans toute son expérience du tantra, qui sont pas étiquetées tantra, mais avec l'esprit du tantra, et qui sont du tantra fondamentalement. Le mot n'est pas toujours utilisé dans le titre. Et toutes ces capsules qu'on a faites nous permettent plus facilement en fait d'introduire cette thématique qui peut être un peu sulfureuse ou délicate à aborder. Et je pense que tous ces podcasts vont donner en fait une piste de compréhension de pourquoi on va proposer des ateliers tantra et en quoi pourquoi ça peut être important et que c'est jamais qu'une micro-facette de plein de choses qui existent. Et on peut aussi relayer des activités que vous nous proposez. Sentez-vous libre de nous contacter et puis on peut faire connaissance et puis nous on relaie les activités avec les gens avec qui on a beaucoup de confiance, qu'on peut recommander chaleureusement et qui font de très belles choses, je veux dire à travers la planète quoi, c'est pas limité évidemment à la Belgique. Ce qui est certain de toute façon, c'est qu'avec Entre nous et le Lovell Center et surtout Olivier Magérand, vous saurez qu'il n'y a que bienveillance et cadre sécurisant. On se retrouve pour de prochaines capsules. Merci à tous. Merci aux auditeurs et aux auditrices d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci Olivier, merci Michel de ce moment partagé, d'avoir eu l'occasion de faire ces magnifiques podcasts que j'espère intéresseront ceux qui cherchent un petit peu des informations sur le tantra et à une prochaine fois. Entre nous. Entre nous, Le podcast. Pour parler de sexualité. par où? Avec vous. Pour vous.